Oui, écoutez, bonjour à tous. On va commencer par se présenter. Donc moi, je suis Martin Malapert, je suis chef de projet iconographe chez Hayden, donc qui édite la solution iPhotodam. Et je suis accompagné de mon fidèle compère Béranger Bosselu, qui est ingénieur commercial. On a intitulé cet atelier aujourd'hui iPhotodam au service du DAM patrimonial. L'idée, c'est quand même de vous montrer le produit iPhoto, comme c'est un atelier et pas une conférence, on peut un peu plus rentrer dans l'outil. Donc c'est ce que fera Béranger en vous faisant une démonstration. Moi, je ferai quelques incises, on va dire, sur des sujets un peu métiers, des fonctionnalités un peu importantes, tournée patrimoniale. J'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde, donc je n'entrerai pas extrêmement dans le détail, on pourra en parler après. C'est aussi l'intérêt d'un atelier, c'est d'avoir aussi un échange et répondre à vos questions en live éventuellement. Il y a un temps dédié à la fin, mais n'hésitez pas à nous interrompre si vous voulez avoir des précisions sur un sujet ou un autre. Pourquoi on a appelé cet atelier comme ça à la base? Ça fait écho à une conférence qu'il y a eu hier aussi avec le musée d'Orsay, qui a intégré le protocole 3IF, j'y reviendrai, dans iPhotodam, donc notre produit. On a appelé cet atelier comme ça parce que nous, ça fait un peu plus d'1 an en fait qu'on a lancé une réflexion sur le DAM patrimonial et donc des développements, des fonctionnalités qu'on a ajoutées à iPhotodam. Et donc cet atelier, ce salon quelque part, conclut un petit peu cette phase. Il y aura d'autres phases après. Mais donc on a des choses à vous partager, des choses à vous dire, des choses qu'on a compris avec nos clients, en étudiant le marché évidemment, en se posant des questions. D'ailleurs, petite clin d'œil à Marine qui est derrière vous, qui est à la com. Je vous invite à lire notre blog qui rend bien compte de toutes ces réflexions qu'on a en tant qu'éditeur sur la propriété intellectuelle, sur comment on gère des œuvres, en l'occurrence par exemple, dans le patrimoine, etc. Donc on écrit des papiers sur notre blog qui montrent qu'on essaie d'être un acteur du métier, au-delà de fournir un logiciel, on essaie de se poser les questions avec nos clients. Donc je te laisse dérouler un bout de démo, et puis voilà, j'interviendrai à des moments clés pour vous parler un petit peu métier. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter iPhoto. Je vais commencer par une présentation générale de l'outil. Voilà, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu parmi vous. Il y en a peut-être qui l'ont même. Clin d'œil. Alors, iPhoto. Donc, on est sur une solution full web. Donc, on a une URL pour y accéder. Donc, peu importe le navigateur utilisé, ça fonctionnera. Chrome, Firefox, Edge, bien entendu, ça fonctionnera. Quand vous arrivez sur iPhoto, iPhoto vous demande un identifiant et un mot de passe. Et en fonction de cet identifiant et de ce mot de passe, vous pouvez faire plus ou moins de choses sur la solution. Là, les comptes sont bien entendu gérés localement par la solution. Mais bien entendu, on peut synchroniser avec vos annuaires, vos SSO. Voilà. Peu importe les technologies utilisées aujourd'hui, on est compatible à peu près avec tout ce qui existe. Donc là, je suis sur un profil d'administrateur pour que je puisse bien sûr tout vous montrer. Donc, 3 grandes parties fonctionnelles ici. La partie bibliothèque qui permet donc de faire des recherches, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez la partie projet qui permet donc de faire des paniers de médias. Et on verra que ces paniers, on va pouvoir après les partager ou les diffuser sur son site internet ou autre, mais j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Vous avez la partie édition. Donc la partie édition, c'est vraiment ici que vous allez déposer vos médias. Donc vos photos, vos vidéos, vos documents bureautiques. Tout ça, ça peut être déposé ici, y compris vos plans. Si vous avez des WG par exemple, c'est possible. Et puis très bientôt également, tous les fichiers 3D. Ici, derrière l'engrenage, vous avez l'administration. Donc l'administration, c'est bien sûr réservé aux seuls administrateurs. C'est ici que vous allez faire donc, tous les réglages de la solution. Donc la gestion des comptes utilisateurs, la gestion de votre fiche descriptive, avec ici on voit les champs descriptifs, ou même la gestion des mots-clés. Vous avez aussi tout ce qui est gestion des filigranes pour protéger les médias. Selon les profils des personnes, on peut appliquer un filigrane ou pas. Je reviendrai sur le reste plus tard. Vous avez ici également ce qu'on appelle le store. Le store, en fait, c'est ici que l'on a développé toutes les applications en iPhoto, on l'ouvre depuis un navigateur. L'idée, c'est de pouvoir consommer les médias ailleurs que uniquement dans son navigateur. Donc, on a réuni ici donc, les applications mobiles, mais également donc, les applications d'intégration, enfin les plugins d'intégration dans la suite Adobe avec des modules pour Photoshop, InDesign, Illustrator et Lightroom. Donc, vous êtes sur votre Photoshop, vous allez pouvoir ouvrir iPhoto depuis votre Photoshop et glisser, déposer un média dans votre construction et également renvoyer votre construction vers iPhoto, donc ça fonctionne dans les deux sens, à la fois à l'import mais aussi à l'envoi. Vous avez également l'intégration, pour celles qui nous intéresseront aujourd'hui, dans la suite Office, avec des modules pour Word, PowerPoint, Outlook, Excel, et vous avez aussi des modules pour Drupal et WordPress, pour les plus utilisés.
Je vais commencer rapidement l'indexation. Alors, je vais aller un petit peu vite là ce matin dans le cadre de l'atelier. Alors, pour déposer des fichiers dans iPhoto, c'est très simple. On navigue sur son poste. Hop. On prend des médias, peu importe lesquels. Et on a juste à glisser et déposer. Donc on glisse et on dépose, il y a un petit traitement qui est effectué par iPhoto lors du dépôt de fichiers. Donc iPhoto va lire ce qu'il y a sur l'image pour pouvoir créer une signature, pour pouvoir les comparer et détecter les doublons. Donc les doublons visuels sont détectés, peu importe le nom de fichier, peu importe si les métadonnées sont identiques, c'est vraiment une détection visuelle donc, du doublon. On détecte également s'il y a des métadonnées. Vous auriez pu travailler sur un autre outil, type Lightroom ou autre par exemple, iPhoto les récupère également. On détecte s'il y a des visages et on détecte également s'il y a des coordonnées GPS. On pourra géolocaliser les médias s'il y a besoin de géolocaliser les fichiers pour indiquer le lieu de prise de vue. Alors, ici on retrouve les médias que je viens d'importer, plusieurs modes d'affichage, la grille dynamique ici, le mode petit, le mode moyen, le mode liste. Quand on clique sur un fichier, on a accès à sa version en grand et on a la possibilité, si on le souhaite, de légèrement retoucher le média. On peut recadrer, pivoter, faire une symétrie, flouter ou gérer la colorimétrie. C'est du traitement simple et non destructif. On peut toujours restaurer l'original si on le souhaite. On a la possibilité de gérer ces versions. On a là une seule version dans cet exemple-là. Bien sûr, on peut en créer autant qu'on le souhaite. Une version en couleur, une version noir et blanc. Si vous avez des produits, on peut très bien refaire une photo du produit, mais vouloir garder les anciennes photos du produit par exemple. Et du coup, il y a ce système de versionning qui est géré par iPhoto. Hop. Alors, bien entendu, on peut faire du traitement par lot. C'est quand même le but de ce genre d'outil, c'est de gagner du temps. Donc, on va faire tout sélectionner ici et je vais commencer par ce qu'on appelle les collections. Alors nous, nos collections s'appellent dans cet exemple industrie, tourisme, collectivité, etc. parce que c'est des fonds de démo. En fait, les collections, il faut voir ça un petit peu comme des dossiers de partage sur un réseau. Ça peut être une séparation par service, par exemple, service communication, marketing, presse. Et en fait, quand vous allez créer des groupes utilisateurs, vous allez donner des droits sur chacune des collections. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir, pourquoi pas, le droit de tout faire sur une collection, et uniquement un droit de consultation sur une autre, et pourquoi pas ne pas du tout le droit de voir le contenu encore d'une autre. Donc on peut vraiment séparer son fond en plusieurs parties et choisir qui voit quoi en fait dans iPhoto et qu'est-ce qu'il peut faire par ces morceaux de fond en fait. Et donc pour mettre ça dans une collection, c'est simple, on glisse, on dépose. Hop, et on a la collection qui apparaît là. C'est aussi simple que ça. On peut les mettre dans deux collections si on le souhaite. Physiquement parlant, les médias sont présents qu'une seule fois au niveau des serveurs, c'est une gestion de liens au niveau de la base de données. Je peux les mettre sur interne ici par exemple, dans tourisme. C'est aussi simple que ça. En dessous, on aura l'arborescence de mots-clés. Là, je laisserai Martin en parler un petit peu plus tout à l'heure sur tout ce qui est thésaurus. Les mots-clés, là, ce sont des mots-clés génériques, bien entendu, qui ont été créés pour l'espace de démonstration. Ce sont bien sûr les vôtres qui seront intégrés. On peut y participer, bien sûr, pour créer votre thésaurus avec nos documentalistes. Et du coup, pour ajouter un mot-clé, c'est pareil, c'est simple. Alors, je vois pas très bien, j'ai un petit reflet sur l'écran. Hop, on peut soit cliquer sur le bouton plus ici, soit glisser déposer, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour ajouter le terme que l'on veut. Deuxième icône en partant de la gauche, la fiche descriptive. Cette fiche, elle est pareil, entièrement sur mesure. Ça peut être des cases à cocher, ça peut être des champs de saisie, ça peut être des listes déroulantes. On fait vraiment ce que l'on veut. Et bien entendu, on peut renseigner les différentes informations en lot également. Donc là, par exemple, si je veux mettre, mettons, une date de création, pourquoi pas un cadrage, pourquoi pas, je sais pas, bref, peu importe. Hop, bon, ça ira pour cet exemple. Je clique ici sur ajouter, et donc les éléments que j'ai mis à gauche, on voit que ça s'ajoute à droite pour ceux que j'ai mis. En une seule fois, bien entendu. Là, c'est un petit exemple, il n'y a que 6 médias. Bien entendu, vous auriez une vingtaine ou une trentaine d'images, ça fonctionne pareil. Hop, ici, vous avez la reconnaissance faciale. Donc là, je n'ai pas de visages qui sont validés. Mais pour vous montrer rapidement, iPhoto vous met un cadre autour du visage qui a été détecté, tout simplement. Donc c'est un algorithme interne. Donc là où il est bon, c'est pour mettre un cadre autour du visage qu'il a trouvé. Là où il est moins aujourd'hui, c'est pour suggérer le nom des personnes qui sont dessus, parce que comme il ne connaît personne de votre base, il aura besoin d'éléments pour apprendre. Donc plus vous aurez des visages, plus il sera précis, mais ce ne sera jamais aussi précis bien sûr qu'un Google ou qu'un Facebook. Mais on a préféré faire ça en interne pour respecter notamment les RGPD, les fuites de données, et ça reste interne qu'à votre base. Donc c'est un vrai choix technologique, mais qu'on pense être le bon. Bien sûr, si un visage n'est pas détecté, on peut cliquer sur le bouton plus ici, et on peut, hop, taguer manuellement si on le souhaite, où on veut sur l'image. Hop, je passe ça. Après ici, vous avez la géolocalisation donc, des médias. Alors soit dans les médias, vous avez des coordonnées GPS et du coup, iPhoto les récupère.
Donc là, beaucoup de boîtiers aujourd'hui ont des coordonnées GPS qui sont pré-inscrites. Soit c'est pas le cas, et du coup vous allez pouvoir le faire manuellement. Vous allez pouvoir rechercher directement si vous le souhaitez sur la carte. Donc ici on peut mettre une ville par exemple. On clique sur le bouton plus ici, on met les médias où on veut. Donc, par exemple, si je veux mettre les médias ici, hop, je valide. Et du coup, j'ai mis mon point ici et on voit que ça m'a mis un champ lieu ici, 19 rue Paul Bert à Poitiers. C'est aussi simple que ça. Et du coup, les éléments donc, de ce champ lieu deviennent des éléments de recherche plein texte. Et donc, si on met un des éléments dans la partie recherchée là-haut, on va les retrouver en recherche. Hop. Ici, vous avez la possibilité de planifier des tâches sur les médias. Alors, des fois, sur les médias, on a des droits limités dans le temps. Mais ici, on peut l'indiquer. Donc, par exemple, on veut indiquer que le 7 novembre 2025, j'ai une expiration des droits. Je peux choisir combien de temps à l'avance j'ai l'expiration des droits. Et je peux mettre une petite remarque. Merci de redemander les droits au photographe Intel, par exemple. Je le valide ici. Et ici, sous la forme de pièce jointe, je vais pouvoir aller chercher le document qui est associé à ces images. Ça peut être un contrat de cession de droit, ça peut être, je sais pas, enfin, peu importe le document. Comme ça, je réunis tout au même endroit. J'ai à la fois le document et les médias qui ont l'information ici, tout simplement. Et du coup, une fois qu'on a terminé l'indexation, qu'on a suivi ce petit chemin d'icône ici, on a vraiment voulu créer un chemin en fait d'indexation pour que ce soit le plus facile possible à faire. On sait que l'indexation, il faut y passer un petit peu de temps, c'est pas forcément la partie la plus marrante à faire, mais elle est nécessaire parce que sinon les fonctions de recherche ne fonctionnent pas. Et du coup, on a vraiment choisi de faire ce volet à gauche qui est toujours présent et les médias sur la droite qui sont toujours accessibles. Une fois qu'on a terminé, on clique ici sur Publier et les médias passent d'un mode brouillon que nous on appelle en cours d'indexation vers un état publié, les rendant disponibles à la recherche. Merci Béranger. Donc je vais revenir effectivement, moi je suis iconographe, hein, vous l'avez compris dans la présentation. Je vais revenir vite fait sur la partie un peu langage documentaire. Je vous avais prévu tout un déroulé très patrimoine, donc on va en parler, mais je ne vais pas trop rentrer dans la technique. Donc je vais déjà vous dire qu'au niveau du langage documentaire, nous on internalise la compétence. Je suis iconographe, je suis salarié d'Aiden. Donc quand on a un client qui sait pas faire, qui n'a pas d'iconographe, qui n'a pas de documentaliste, qui ne sait pas faire un langage documentaire, on sait le produire pour lui. Alors c'est tout un déroulé, il y a un opérationnel, hein, on va faire un audit, on va entendre un certain nombre de personnes, etc. Et dans ce cadre-là, on va proposer un service qui contient notamment l'arborescence de mots-clés, mais aussi la gestion des collections et des profils, et puis la fiche descriptive qu'a pu montrer ici Béranger. Donc les champs descriptifs qui vont être nécessaires à l'indexation des médias. Dans ce cadre-là, ce qu'il faut savoir, et Béranger pourra aussi en reparler, c'est que iPhoto a des connecteurs, ce qu'on appelle des API aujourd'hui, qui permettent de s'interfacer avec d'autres solutions qui contiennent de l'information. Dans le cadre du patrimoine, c'est ce qui nous occupait aujourd'hui, on a tout un tas de clients qui ont déjà de la donnée ailleurs. Notamment, je pense aux œuvres. Les œuvres, elles sont décrites dans des outils de gestion de collection, a priori. Donc, elles sont déjà décrites. Inutile de les réindexer ici sur des images qui les représentent. Dans ces cas-là, on va s'interfacer avec ces outils-là pour ramener l'indexation dans iPhoto, dans les bons champs. Il y a un mapping à faire, évidemment, pour ne pas refaire ce travail et ne faire dans iPhoto, finalement, que ce qui reste propre à la photo. Béranger l'a dit, une expiration de droit parce que le photographe, il a donné ses droits pour 5 ans, mettre son nom à lui, à ce photographe qui a fait cette photo, etc., etc. Donc ça, on sait le faire. Et j'ajouterais qu'on sait le faire de la même manière pour le retail, pour tout ce qui est produit, en fait. En fait, c'est le même principe. À la saisie d'un code dans un champ descriptif, alors ça peut être un numéro d'inventaire si c'est une œuvre, ça peut être un GEN-code, un code EN quand c'est du produit, mais ça va ramener l'indexation d'un autre outil. Voilà, comme l'a dit Béranger, on sait que ce n'est pas la partie la plus marrante, surtout pas la faire deux fois. Si l'information existe ailleurs, on va aller la chercher pour la ramener dans iPhoto. J'ai entendu dans les conférences, voilà, au cours des 2 jours, parfois le DAM c'est pas facile parce qu'il y a que, alors ce qu'il disait c'est qu'il y a un seul data model, c'est-à-dire une seule structuration de données possible. C'est pas tout à fait vrai. Dans iPhoto, on peut faire des modèles de fiches, on peut gérer ce qu'on appelle le micro-thésaurus, donc avoir différentes arborescences de mots-clés dédiées à une filiale en particulier, un service en particulier. Dans le cadre du patrimoine, on imagine bien qu'on a un langage documentaire plutôt dédié œuvres, avec une typologie d'œuvres, des courants artistiques potentiellement, etc. Mais dans un musée, par exemple, il y a des événements aussi, il y a des vernissages, il y a des visiteurs qui viennent, il y a de la privatisation pour des choses, ça génère de la photo. Et donc, on a aussi la possibilité d'avoir un deuxième modèle de langage documentaire qui s'impose pour ces médias-là. On comprend donc après, avec la gestion des collections, que
Certains publics vont plutôt voir certains langages documentaires, d'autres publics d'autres langages documentaires, selon ce qu'ils ont besoin de voir. J'ai besoin de voir des photos d'événements, j'ai besoin de voir des photos d'œuvres, je suis conservateur, etc. Voilà, ça permet un peu de dispatcher tout le monde dans cet outil-là. Un autre petit truc qu'on a développé là, cette année, c'est ce qu'on appelle, nous, l'agencement. Alors c'est très vrai pour les collections d'objets et d'œuvres, c'est vrai aussi pour les produits, quand on fait de la photo produit. C'est-à-dire que dans iPhoto, on peut agencer pour la diffusion l'ordre d'apparition des images. C'est-à-dire que les images, bah oui, elles ont un nom de fichier, elles ont une date de création. C'est un ordre possible de présentation des images, mais il n'y a pas que celui-là. Une œuvre, un photographe, une sculpture, il en fait le tour. Un tableau, il y a le tableau avec le cadre, sans le cadre, il y a le dos du tableau, il y a peut-être le cartel, etc. iPhoto permet d'agencer tout ça pour présenter de bonne manière, qui donne du sens, des œuvres, des objets, des produits. On a décliné ça avec le ministère de l'Agriculture, en l'occurrence, via un module qu'on appelle le storytelling, qui s'applique aussi donc au reportage. Je vous parlais des événements tout à l'heure, c'est pareil, un événement, il faut raconter une histoire. La première photo qui représente l'événement, c'est pas forcément la première photo qu'a fait le photographe. Lui, il est peut-être arrivé avant, il a peut-être fait le lieu, etc. Bon bref, on a envie de réorganiser ça pour raconter l'histoire dans le cadre d'une diffusion, typiquement sur un de nos front office qu'on développe, par exemple, c'est le cas du ministère. Et bien là, voilà, avec ce storytelling, on va pouvoir agencer par drag and drop l'ordre des images pour raconter de bonne manière cette histoire qu'on veut raconter, soit d'une œuvre, soit d'un reportage. Je te laisse présenter la recherche. Alors, la recherche se passe dans l'onglet bibliothèque, hop, qui est ici. Alors, au niveau des fonctions de recherche, on en a plusieurs. On a bien sûr la recherche plein texte, qui est celle que l'on connaît tous avec les moteurs de recherche Internet. Quand on commence à marquer des lettres, iPhoto suggère des termes qui sont présents dans la solution, tout simplement. On peut en sélectionner un. Et on lance la recherche. On a le résultat qui apparaît, bien entendu. En sachant que ce moteur de recherche, donc plein texte, recherche sur tout ce qui a été renseigné donc, dans votre base. Là, j'ai mis qu'un seul terme. Et bien sûr, si vous mettez plusieurs termes les uns à côté des autres, c'est considéré comme un « et ». Et il gère bien sûr les opérateurs boolés 1. Donc pour ceux qui savent s'en servir, bien sûr, c'est pas le cas forcément pour tout le monde. Mais les « et », les « ou », les « sauf » et les troncatures. Autre fonction de recherche, vous avez une des plus simples, c'est cliquer sur un mot-clé, et puis du coup vous avez le résultat qui apparaît, tout simplement. Vous avez également la possibilité de faire une recherche avancée en croisant les éléments de votre fiche qui ont été renseignés. Vous avez, hop, alors il n'y en aura pas dans cet espace de démo, mais vous aurez les visages qui seront les uns dessous les autres s'il y a des visages qui ont été détectés et validés. Vous avez ici la géolocalisation, vous avez les petits points de la géologue, plus vous allez zoomer sur la carte, plus les points vont se dispatcher et plus vous allez pouvoir sélectionner un lieu de prise de vue et du coup ça affinera votre résultat. Et vous avez surtout celui qui est un des plus utilisés aussi, c'est ce qu'on appelle notre moteur à facettes. En gros, vous faites une recherche, là la recherche que j'ai faite est sur tourisme, on voit la petite bulle qui est au-dessus du résultat. Et au sein de tourisme, j'aimerais filtrer ma recherche. Et un petit peu à la manière d'un site e-commerce en fait. Les éléments qui sont présents sur le côté ici, que ce soit la couleur dominante, la saturation, c'est des critères en fait qui vont s'ajouter à ma première recherche. Donc je peux comme ça en fait, vraiment comme sur un site e-commerce, ajouter ou enlever des critères. Alors, en sachant qu'il y a des algorithmes qui travaillent pour vous, bien sûr, à ce moment-là, notamment pour la couleur dominante et la saturation des couleurs, qui sont encore une fois des algorithmes internes, bien entendu. Donc mettons, si je veux du rouge, ici, hop, dans tourisme, je mets rouge, donc ça m'affiche les couleurs rouges. Si dans le rouge, je veux une saturation des couleurs fortes, tu vois rien, tu vois pas grand-chose, hop, ouais. Ici c'est bon, hop. Et du coup, on voit que dans tourisme, j'ai mes deux petites bulles qui se sont ajoutées ici dans le tableau. Et si je veux enlever la couleur rouge mais avoir que la couleur vive, je clique ici sur la croix et j'ai plus que couleur vive. Et comme ça, en fait, je peux ajouter très facilement et on est un peu habitué à fonctionner comme ça quand on recherche sans les nommer sur Amazon, Cdiscount ou autre, et c'est vraiment le même principe qui est récupéré là. Et pour les utilisateurs plus classiques, ceux qui ne sont pas forcément habitués à l'outil informatique et autres, c'est une bonne manière de rechercher des médias et d'affiner sa recherche, quoi. Hop. Alors, voilà pour ça. Après, je vais faire un panier. Tu peux y aller, Martin. Ouais. Juste vous dire que ce module, là on est dans le back-office, iPhoto. On propose aussi des front-office qui sont aux couleurs du client, designés, voilà, chartés, on va dire. Ce module dans le front-office est le premier module qui s'affiche quand on fait une recherche. C'est pas le cas en back-office. Back-office, c'est plutôt un public averti, on va dire, qui sont formés d'ailleurs. Peut-être documentalistes, peut-être iconos, voilà, plus des responsables produits, des gens comme ça qui vont utiliser le back. Le front étant une plateforme utilisateur, le filtre, comme l'a bien dit Béranger, le filtre qu'on connaît tous dans le e-commerce, il se met direct en fait. On fait une recherche, on a directement le filtre et on peut progresser comme ça. Ouais, je vais vous dire deux trucs sur la recherche.
Là, on vous a montré la recherche dans le back-office. Il faut savoir que cette recherche, elle peut être fédérée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le principe de la recherche fédérée. C'est de dire que quand je recherche dans iPhoto, je vais chercher dans iPhoto évidemment, mais dans d'autres bases aussi. Et iPhoto va m'afficher le résultat qui croise ces différentes bases. Ça, c'est tout à fait possible avec iPhoto, encore une fois, en se reposant sur les API, hein, comme on a dit. Je vous ai dit, on a fait une année de réflexion un peu sur le DAM patrimonial, et c'est assez prégnant côté patrimoine, où il y a des bases un peu éclatées, parce qu'il y a une structure qui a plusieurs entités, parce que historiquement les fonds étaient là, puis ils ont été là, etc. Bref, il faut souvent aller chercher dans plusieurs bases, il faut centraliser, bon, c'est toujours une problématique, mais il faut aussi aller chercher dans plusieurs bases. Donc on sait faire ça, on sait faire un moteur de recherche qui est celui-là, qui va aller rechercher dans plusieurs fonds différents, même hors iPhoto, afficher les résultats, et en fonction de la base à travers laquelle ça provient, en fait, on va déclencher un certain nombre d'actions. Je prends l'exemple du musée d'Orsay, ils ont fait une conf hier, donc je me repose un peu sur eux, avec iPhoto. Eux, ils sont obligés de reverser leurs fonds iconographiques à la RMN, en l'occurrence. Et il se trouve que dans leur histoire, ils ont perdu un peu de leurs propres fonds, et c'est la RMN qui les a. Parce que dans leur obligation de reversement, la RMN a tout gardé, et eux, voilà, au fil des outils, etc., ils ont perdu un petit peu. Et du coup, quand ils recherchent dans leur iPhoto, ça recherche dans leur base à eux, évidemment, leur propre production de maintenant, et ça recherche aussi côté RMN. Et comme ce sont leurs photos qu'ils ont reversées à la RMN, ils peuvent les ramener dans leur DAM, en l'occurrence dans iPhoto, s'ils veulent reconstituer un petit peu leur fonds documentaire. Donc les résultats sont présentés de différentes manières, on leur dit ça c'est RMN, ça c'est iPhoto, et après ils choisissent les actions qu'ils ont à faire. Vraiment un dernier détail, mais parce que voilà, on était sur le patrimonial, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de l'identifiant ARC. C'est un identifiant unique en fait, qui est pérenne, et qui permet de suivre un média partout où il va, peu importe son produit, son outil. Tous les outils génèrent leurs propres identifiants pour les assets numériques. L'ARC, lui, il est pérenne. Il va d'outil en outil, il traverse les outils. iPhoto est bien sûr compatible avec ça. C'est un prérequis quand on décrit des médias d'œuvres, etc., d'avoir cet identifiant qui voyage partout, pareil. Cet identifiant, c'est celui de ce média-là, qu'il soit dans iPhoto DAM, qu'il soit dans n'importe quelle base de données, cet identifiant va le suivre. En fait, cet identifiant, il contient en lui-même une suite chiffrée qui vous identifie, vous, en tant que structure, et pas le produit. Donc les collisions sont impossibles. Un ARC ne peut jamais être réattribué à un autre média. Et ça, c'est un critère obligatoire pour gérer du média patrimoine, et donc iPhoto le gère, évidemment. Alors, rapidement, avant de passer dans la partie projet, c'est vrai qu'on gère d'autres formats de médias. On gère par exemple les panoramiques, si vous en avez. On va également gérer les vidéos, les fichiers documents bureautiques, donc on peut tourner les pages. Pour les vidéos, on peut les lire depuis l'interface, on peut importer des sous-titres, on peut changer la couverture de la vidéo et on peut également la chapitrer. Voilà, petite parenthèse. Mettre de l'audio-description. Audio-description également pour les personnes en situation de handicap. Exporter qu'un extrait, enfin oui, il y a plein de... C'est ça. Plein de choses. Alors, pour faire un panier de médias, on va faire une petite recherche. Alors, c'est très simple. On lance une recherche, ou des recherches d'ailleurs, et on sélectionne à la souris ce que l'on veut mettre dans son panier. Une fois qu'on a fait son panier, on voit un aperçu qui est en dessous ici. On clique ici sur Projet, et ça permet donc d'isoler ma sélection. Donc on retrouve sa sélection ici. Cette sélection, je peux la sauvegarder. Je peux cliquer ici sur Créer un album. Et du coup ici, je vais cliquer sur Ajouter. Donc voilà, j'ai créé un panier, il est pour moi. Si quelqu'un d'autre se connecte, le panier il n'est pas vu par d'autres personnes, c'est vraiment que lié à mon compte utilisateur. Si je le souhaite, ce panier, je peux le partager. Donc là, j'ai un bouton Partager qui est ici. Je peux être adressé mail de quelqu'un d'externe. Je peux aussi mettre un petit message texte. Voici la sélection de médias pour le catalogue 2024, où on met absolument ce que l'on veut. Si la personne elle a un compte dans iPhoto, je peux l'autoriser à modifier la sélection, la partager ou même la modérer pour ajouter ou supprimer des utilisateurs au sein de la sélection. Si la personne elle a un compte dans iPhoto, ça devient un espace collaboratif. Je peux mettre des commentaires au sein de l'album, mais aussi mettre des commentaires par média, si je le souhaite. Hop. Je cherche à m'enlever le reflet du soleil. Donc ici, je peux mettre des commentaires, ça devient une espèce de petit chat en fait avec les différentes remarques. Je l'aimerais bien la voir en noir et blanc, ou faudrait la resize, la recrop, enfin bref, on met absolument ce que l'on veut. Je peux également diffuser ma sélection. J'ai un bouton diffuser ici, donc sous la forme d'une galerie.
Donc la galerie, on peut l'ouvrir directement dans son navigateur. Elle est responsive design en HTML5. Elle peut s'intégrer sur son site internet sous la forme d'iframe. On a un petit lien iframe qui était en dessous. Et on peut naviguer dans sa galerie si on le souhaite. Donc c'est un autre mode de partage. Cette galerie, on peut la partager sur les réseaux sociaux. On peut la partager sur Pinterest, LinkedIn, Twitter, Facebook, Yammer. On peut également créer des flux RSS. Et pour chaque lien, vous avez un QR code qui est généré. Bon, les QR codes qui sont repassés un peu dans le monde de l'oubli, mais pendant le Covid, c'était revenu un peu sur le devant de la scène, mais voilà. On propose toujours les QR codes. C'est intéressant d'intégrer notamment un document. Si, mettons, vous créez un PDF, par exemple, avec une image d'illustration, vous mettez un QR code en bas et quand on flash le QR code, ça donne une galerie avec un peu plus de choses. Pour ceux voilà, qui font l'effort, en tout cas, de le flasher, ça peut être des petits plus, en tout cas, en communication. Hop. Voilà pour ça. Après les albums, on peut également donc, les partager avec d'autres personnes. Alors ça va vous générer un lien en fait. Donc l'idée c'est de remplacer WeTransfer, hein, tout simplement. On sélectionne la définition à envoyer, donc basse définition, moyenne définition ou le fichier original selon les droits que l'on a bien sûr. Et ici la durée de validité. Est-ce que c'est valable un jour, 2 jours, même inaccessible après un premier téléchargement si on veut vraiment sécuriser donc, son téléchargement. Et du coup ça vous génère un petit lien, hop, que vous pouvez copier-coller dans un chat, un mail ou autre par exemple, et voilà, ça évite d'utiliser WeTransfer ou une autre solution de partage, bien sûr. Hop. On peut également créer des planches contact. Pour les planches contact, donc on a des modèles qui ont été préconstruits, avec pourquoi pas l'image et la description sur le côté, et ces planches contact, on a la possibilité de les modifier depuis l'interface. On peut modifier la taille des images, la taille, voilà, choisir quel descripteur on fait apparaître sur la droite. Et du coup, ça, on peut le télécharger, le partager avec d'autres personnes, bien entendu, si on le souhaite. Hop. Je te laisse... Ouais. Donc les liens de partage que vous avez pu commencer à voir ici, ça va vous permettre d'alimenter toute plateforme web avec des liens. En gardant l'image hébergée par iPhoto, et elle est streamée, elle est diffusée, en fait, c'est pareil pour une vidéo, etc., sur tout un tas de plateformes. Ça peut être un PIM, ça peut être un site web, n'importe quel CMS, un autre outil web qui accepte ce type de lien, et c'est iPhoto qui va se charger d'afficher l'image dans le bon format, dans l'outil de destination, on va dire. On est allé un petit peu plus loin encore dans le cadre du patrimoine, toujours, avec notamment le musée d'Orsay, et le protocole 3IF. Donc je ne sais pas si vous connaissez aussi, mais je vais vous en parler parce que ça va rapidement revenir. Je pense que vous allez commencer à le réentendre régulièrement, ce protocole 3IF. C'est à l'initiative de l'université de Stanford à la base et de la BNF, donc chez nous. On est sur le devant pour une fois, on peut s'en féliciter. En fait, c'est un protocole de diffusion des médias. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais il y a 2 aspects, un aspect image et un aspect métadonnées, description de l'image. L'aspect image permet en fait de la manipuler, cette image, donc de la retourner, de la cropper, de l'annoter, de faire un zoom dedans, etc. Et l'aspect description, vous en doutez, c'est toute la partie métadonnées, description du contenu, droit d'auteur, propriété intellectuelle, etc. Donc le protocole 3IF, c'est des standards qui ont été définis, des spécifications qui ont débouché sur des standards qui sont appliqués par toutes les bibliothèques numériques, qui l'implémentent de plus en plus. L'INHA, c'est déjà fait, la BNF, c'est déjà fait, Musée d'Orsay, c'est fait, Louvre, c'est fait, le MoMA, c'est fait. Enfin voilà, il y a plein d'endroits où c'est en place. Et ça permet de faire sortir un fonds documentaire de son outil. En fait, si vous êtes on va se placer en chercheur ou en conservateur, par exemple, si on parle des œuvres, vous faites des recherches, je ne sais pas, sur Monet ou peu importe, vous allez devoir vous adresser à plusieurs musées pour obtenir des images, des accès, pour avoir cette image, travailler dessus, pour potentiellement faire votre présentation, faire votre thèse, etc. Avec ce protocole 3IF, il y a une unicité dans le protocole, ça se joue qu'avec des URL qui sont complètement indépendantes de l'outil qui les émet. À partir de là, vous avez des visionneuses, en fait, donc ils utilisent des petits... c'est dans un navigateur aussi, hein, mais ils peuvent afficher leurs images qui viennent de différents musées, différentes bibliothèques numériques, et les agréger et travailler dessus, vraiment sans s'adresser à l'outil, avoir un compte, etc. Donc c'est presque la version 2 des liens qu'on connaît tous, des liens qu'on met pour afficher des images partout. C'est la version supérieure parce qu'elle permet de manipuler l'image si on en a besoin. Donc voilà, je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais le protocole 3IF, c'est ça. On l'implémente évidemment dans iPhoto. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà du fonctionnel, donc oui, j'extrais des liens qui me permettent d'afficher des images partout
sans avoir un compte, sans m'adresser à l'outil pour avoir cet accès-là, c'est qu'il y a une diffusion derrière qui est massive par les serveurs. C'est-à-dire que Orsay, c'est 150 000 œuvres qui sont diffusées comme ça, c'est 250 000 photos. Donc derrière, il faut une infrastructure qui tienne le choc pour ça. Et ça me permet de dire que nous, on l'a, en l'occurrence, on maîtrise notre infrastructure serveur hébergée, on est capable de faire cette diffusion via des caches, via ce qu'on appelle des CDN, donc c'est mondial, ça permet de ne pas dégrader la qualité de navigation de l'outil tout en diffusant massivement des médias. Donc le 3IF, c'est aussi ça, c'est être capable de diffuser massivement du média sur toute plateforme et dans le monde entier. Donc voilà, j'y reviendrai au 3IF si vous avez des questions après, si besoin. Pour l'instant, c'est assez patrimonial, mais ça va se déployer partout. Orsay, par exemple, utilise les liens qu'a montré Béranger pour afficher toutes les images dans leur site institutionnel. Demain, ce sera le 3IF qui fera la même chose. Ce qui permettra à un chercheur sur le site de voir l'image, comme nous tous, j'ai envie de dire, mais si le curieux ou le conservateur veut aller plus loin, il a juste à prendre l'URL et il peut manipuler l'image, la retourner, la resizer, etc. Il fait ce qu'il veut. C'est pas vrai pour des photos de produits, etc. évidemment, parce qu'il y a une autre propriété qui est sur ces images-là. Mais voilà, on tend vers ça. Dernier petit truc, et après on passe aux questions si vous en avez. Un DAM, il couvre le cycle de vie des médias, de la collecte, avec notre prestataire externe qui vient déposer sur un front office, on récupère dans le bac, on indexe, donc la qualification des médias, jusqu'à la diffusion. J'ai parlé de 3IF, Béranger a parlé des albums, des liens, etc. D'un CMS, d'un plugin Adobe pour mon graphiste, etc. On couvre vraiment le cycle. Et je dirais qu'il y a 10 ans, on était là, l'enjeu c'était centraliser. Centraliser, bien décrire les choses, mettre à disposition. Aujourd'hui, cette problématique elle existe toujours chez un certain nombre de structures ou d'entreprises, mais on est un peu passé à l'étape suivante, qui est la mise en place d'une vraie politique documentaire. Alors moi, en tant qu'icono, je m'en félicite, mais c'est-à-dire que les clients commencent à penser à la sortie des images. Ils disent, ok, bon bah ça y est, j'ai centralisé, j'ai bien stocké, mais mon contenu il commence à être redondant. J'ai une obligation légale de reversement, notamment pour les entités publiques, à des archives, etc. Comment je vais gérer ça? En plus, il y a la politique RSE qui tombe là-dessus, qui dit qu'il faut peut-être arrêter de stocker massivement pour la planète, etc. Bon bref, ça y est, on commence vraiment à évoquer ces sujets-là. Et nous, iPhotoDAM, on a développé un certain nombre de plugins, de modules qui permettent de verser vers des systèmes d'archivage électronique, ce qu'on appelle des SAE. Peu importe l'acronyme, mais en fait, souvent dans les entités publiques, notamment pour l'instant, il y a une politique d'archivage, notamment parce qu'elle est légale, en fait, à un moment, il faut reverser à des archives. Et nous, donc, on a acquis une bonne expérience cette année dans ce reversement-là, qui est normalisé. Voilà, il y a des normes archivistiques qui ne sont pas prises en charge par un DAM, par aucun des DAM que vous verrez, c'est pas leur boulot, en fait, il y a un autre outil pour ça, mais on s'interface très bien en reversant les métadonnées, en reversant les médias à ces systèmes-là. Je peux vous en citer un qu'on connaît bien du coup maintenant, c'est Azalae. Je ne sais pas si ça vous parle, mais si vous voyez ça, sachez qu'iPhoto s'interface très facilement à ce type d'outil-là. Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer qu'on couvrait le cycle de vie jusqu'au bout, que là on commence à aller vraiment vers même la sortie d'iPhoto, donc ça devient vraiment une politique documentaire globale. Et voilà, dans votre projet DAM à vous, je vous invite à vous poser cette question-là, qu'est-ce qui rentre, comment on le décrit évidemment, mais qu'est-ce qui sort aussi? Parce que ça permet aussi aux utilisateurs d'accepter mieux le produit si les résultats sont plus pertinents. Donc voilà. Tu veux présenter un petit front vite fait? Rapidement, Allez. c'est nos On a derniers combien de modèles. temps encore, Marine? 5 minutes. 5 minutes, voilà. Va vite parce que s'il y a des questions. Rapidement, on parlait tout à l'heure du back et du front. C'est vrai que l'idée aussi, c'est de pouvoir proposer ces médias à la recherche à des utilisateurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique ou quand vous voulez mettre en avant votre marque. Voilà, donc l'idée du front office, c'est ça, c'est d'avoir cette interface qui va ressembler un peu à ce qu'on peut retrouver sur du Getty Images ou l'Adobe Stock ou ce genre de choses. Donc là, bien sûr, c'est charté à nos couleurs, bien entendu. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez donc ici un menu, la recherche plein texte, on va retrouver les mêmes fonctions de recherche que dans le back-office. Parce qu'en fait, c'est basé sur nos API, donc c'est les mêmes fonctions qui sont dans le back-office. Donc on peut faire des recherches, on a des petites choses qui sont proposées aussi, des recherches favorites, la possibilité voilà, d'avoir ici des recherches, d'historique des recherches. On peut lancer une recherche, on a un résultat qui apparaît tout simplement. Les filtres que l'on retrouve ici sur le côté, c'est assez zoomé, alors c'est l'écran qui fait ça pour le coup. Et après on peut très bien cliquer sur une image, et puis ici on a la possibilité, si on souhaite, de choisir ce qui va s'afficher ici. La possibilité ici d'avoir voilà, la fiche descriptive.
En dessous, les médias de la même collection. Et encore en dessous, par exemple, les médias du même mot-clé. Pour aider les personnes à rebondir sur leurs recherches. Parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de connaître le vocabulaire qu'on a utilisé lorsqu'on a fait l'indexation. Donc l'idée de ces fronts et de cette partie-là, c'est vraiment d'accompagner l'utilisateur à très facilement retrouver ces médias pour enlever un maximum de frustration. Parce que souvent, quand il y a un nouvel outil ou un changement d'outil, ça peut créer de la frustration auprès des utilisateurs. Avant, ce genre de choses, c'est fait pour que ce soit le plus fédérateur possible. Donc voilà, après bien sûr, on a une zone de dépôt qui est possible, on peut gérer sa sélection, on peut se faire des paniers et les partager. Voilà, ça je ne vais pas le présenter ce matin, mais voilà rapidement à quoi ressemble un front office. Est-ce que vous avez peut-être des questions? Ou est-ce qu'on a été super clair? Alors, oui. plutôt très clair. Ce front, est-ce qu'il est complètement personnalisable? Non, il n'est pas entièrement personnalisable. L'idée en fait d'un front, c'est de créer un modèle en fait que l'on va personnaliser certes. Ce que l'on peut personnaliser dessus, c'est les couleurs, le logo, mais pas la disposition en fait. Donc la structure en elle-même reste identique. La page d'accueil est également personnalisable ici. Par exemple, cette page portfolio, on a une partie ici dans... Alors je suis déjà connecté. Dans le paramètre de l'interface en fait, on a ici les portfolios. Si mettons celui qu'on avait vu en BTP ici, je veux l'agrandir, je peux cliquer sur la petite flèche. Hop, ça pousse les autres, ça les enlève. Donc c'est administrable, customisable, mais pas sur mesure en fait si vous voulez. C'est pas l'idée derrière. Et donc par exemple ce portfolio, je vais changer le lien vers lequel il renvoie, parce que finalement c'est des liens de recherche. J'ai la petite icône qui est ici, je clique dessus, je change le lien. C'est extrêmement facile à administrer et surtout c'est administrable. C'est pas quelque chose qui est figé, vous avez besoin à chaque fois de refaire appel à nous ou autre. Pareil, on peut changer par exemple les traductions dans le site, on peut changer la disposition des icônes dans le footer par exemple si on met ses réseaux sociaux. Donc c'est personnalisable sans être sur mesure en fait si vous voulez. L'idée c'est que ce soit un peu comme une extension du bac, quelque chose d'optionnel en fait. Et si vous voulez quelque chose par contre qui est 100% personnalisable, c'est possible. Il y a nos API qui sont disponibles. Et là comme on a des clients qui l'ont fait, on fait appel à une agence web classique et là on construit ça autour d'iPhoto. C'est pas le même coût forcément que quelque chose comme nous. Mais voilà, c'est un intermédiaire. Aujourd'hui, enfin, pour donner des chiffres, 99% de nos clients partent sur nos modèles et voilà. Et ça fait très bien le job. C'est responsive design, c'est très fluide, c'est très facile à gérer. Et puis on le maintient. Et on le maintient. Surtout, voilà, c'est aussi l'idée d'avoir quelque chose qui n'est la pas 100% différence custom. voilà, c'est qu'on peut le mettre à jour. custom. Quand il y a une nouveauté dans les photos, on peut la pousser dans tous les fronts. Enfin voilà, c'est aussi l'avantage d'avoir quelque chose qui est un peu standardisé, auquel il faut s'habituer. Mais c'est aussi un autre avantage. Mais c'est une vraie proposition de parcours utilisateur en fait par rapport au back-office. Le back-office, lui, il est là pour qualifier la donnée, pour dire ce que c'est et la mettre à disposition via des API. Enfin, on a vu tout ça dans l'atelier. Là, c'est une vraie proposition de parcours qui croise, qui combine différentes notions de description qu'on a dans le back-office, qu'on gère nous en tant que documentaliste ou l'icono, pour répondre à un besoin de recherche qui est celui d'un utilisateur qui n'est pas icono, qui n'a pas à apprendre le langage documentaire pour comprendre comment rechercher, etc. Donc c'est basé sur la description des médias, parce qu'après tout, on veut les retrouver, donc on les recherche à travers leur description, mais c'est un vrai parcours différent qui est proposé, pour éviter de se casser les dents sur les moteurs de recherche. Enfin, vous avez entendu ça partout, vous avez vécu ça partout, j'ai pas trouvé 3 fois, j'arrête de me servir de l'outil. Voilà. Là, l'idée, c'est d'avoir des mises en avant pour que ça fonctionne. Puis ça a été réfléchi, et on a une grosse expérience sur les front office aujourd'hui. Donc on a quelque chose que l'on pense fluide, adapté, et en fait qui sert aux utilisateurs, quoi. Ça évite, on pense en tout cas de réinventer la roue, à refaire quelque chose de sur mesure qui des fois en fait répond à moins de choses que quelque chose qui a déjà été fait, quoi. Voilà, toute notre réflexion autour de ça, si je puis dire. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être ? Est-ce que les listes d'utilisateurs pour les collections, par exemple, c'est nominal ou bien alors c'est des listes, on peut dire, je veux toute la France, marketing, est-ce qu'on peut faire des combinaisons de thèmes? Alors, au niveau des groupes utilisateurs, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être des groupes utilisateurs, ça peut être une séparation par service, une séparation par pays. Vraiment, c'est ce que vous voulez. Vous mettez les personnes que vous voulez dedans. Et après, tout ce qui est partage, en effet, soit vous les faites individuellement, soit vous les faites par groupe. Si vous voulez partager à tout le groupe France, par exemple, une donnée, vous pouvez. Mais oui, on peut créer ça. Ça, c'est vous qui choisissez, en fait, l'organisation. Ça se passe ici. C'est dans l'administration que vous avez vos groupes. Et au sein de chacun des groupes, dans propriété de groupe, on peut choisir ce que les personnes peuvent faire. Ce qu'ils peuvent importer, ce qu'ils peuvent diffuser. Est-ce qu'il y a un responsable de groupe qui va administrer son groupe? C'est une sorte de sous-administrateur, si vous voulez. Est-ce qu'il doit être responsable de l'indexation de la publication? Et donc, est-ce que ce responsable va vérifier le travail que fait en fait les personnes au sein des groupes? Donc, on l'a validé.
Est-ce qu'il doit aussi modérer les commandes? Donc quelqu'un qui n'a pas le droit de télécharger fait un panier et passe commande, et du coup la personne autorisera ou non les commandes. On peut avoir plusieurs responsables, hein, bien entendu. Et ici, par collection, on peut choisir ce que les personnes peuvent faire. Donc, mettons sur la collection tourisme, dans cet exemple-là, la personne peut indexer, modifier, publier, supprimer, télécharger. Par contre, on voit que la case n'est pas cochée devant industrie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voir le contenu d'industrie. Par contre, si je coche industrie et que ici, hop, je décoche tout, mais que je leur laisse que la possibilité de télécharger en basse définition, quand ils seront sur cette collection-là, ils pourront télécharger qu'en basse définition, c'est la seule chose qu'ils pourront faire. Et je pourrais aussi mettre par exemple un filigrane, si je veux. Voilà, donc c'est très fin au niveau de la gestion des droits. C'est par collection, c'est beaucoup plus pratique que de le faire par média, en sachant que par média, on peut quand même faire des partages ponctuels si on veut, mais surtout dans le temps, pour transmettre de l'information, que ce soit pérenne, le système de gros dossiers comme ça, où il y a un nom qui est clair, c'est très facile à utiliser, quoi. Et surtout de transmettre l'info. On peut avoir des sous-dossiers de collection? Oui, il y a une hiérarchie de collection. Le droit se gère qu'au premier niveau de la collection, mais au sein d'une collection, on peut bien sûr créer une petite hiérarchie si on le souhaite, avec des niveaux bien entendu. Comme pour les mots-clés, bien sûr, on a le thème parents et les enfants. Voilà. Il n'y a pas de limite il faut éviter de dépasser 3... granularité ou voilà. profondeur, on y va. Mais par contre, si dans vos sous-collections, vous projetez d'avoir des différenciations de droits, c'est que c'est une collection en fait. En tout cas, dans ePhoto, c'est comme ça. Ça marche par abonnement, le service logiciel? Alors, au niveau du modèle économique, il y en a deux. Soit c'est de l'abonnement quand c'est hébergé sur nos serveurs, ce qu'on appelle du SaaS, ce que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc, la chose qui va changer le tarif, c'est l'espace de stockage dont vous avez besoin. Soit c'est un achat de licence, et là c'est dans le cadre où c'est hébergé par notre client, ce qu'on appelle aussi le on-premise, hein. Donc on installe des photos chez vous, et là il y a une maintenance qui est adossée à la licence pour bénéficier des mises à jour correctives et évolutives. Donc on propose les deux. Et autour de ça, bien sûr, il y a un projet avec, selon ce que vous voulez, de la formation, de l'accompagnement par Martin pour créer le langage documentaire, le front office, la reprise de données, et tout ça, on construit ça ensemble et vous choisissez ce que vous voulez faire ou pas avec nous, quoi. Tout simplement. L'offre est très claire et bien détaillée. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Je ne retrouve pas le site que vous avez cité, Azalae. A-S-A-L-A-E. C'est ce qu'on appelle un SAE. C'est un SAE, ouais. C'est ça. C'est un SAE. Nous, on a fait le projet avec CD40 notamment, donc le conseil départemental des Landes. Et là, on est en train de parler avec Grand Est qui a la même problématique. La région Grand Est, qui est cliente chez nous aussi, qui a la même problématique, là, qui se dit, bon bah ok, ça y est, le DAM c'est acquis, ça fait peut-être 5 ans qu'ils sont clients ePhoto. Quelque chose comme ça. Ouais. Et donc bon, là c'est bon, le langage doc, le front, tout marche, on est bon. Par contre, on a 2 Tera, 3 Tera. On commence à redonder un peu. On a certains élus, ils sont partis et tout, il faut qu'on fasse un peu de ménage. Et ils ont une obligation légale de reverser aux archives, donc le projet arrive là sur la table. Ça veut dire quoi, pardon, SAE? Système d'archivage électronique. Ah, merci. En fait, c'est un espèce de DAM. Comme la GED est un espèce de DAM, on va dire, ça gravite un peu tout ça. Sauf que le SAE respecte les normes archivistiques. Il y a un bordereau de versement quand on verse des médias, qu'on doit déclarer parce que c'est une obligation légale, etc. Ce que le DAM ne fait pas, en fait. Et donc, on va interfacer le DAM, qui est le fond vivant, on va dire, la plupart du temps, avec un système d'archivage électronique qui, lui, est un fond plus froid, mais qui doit être conservé. Donc, voilà. Merci. J'ai une question toute bête. Est-ce que quand on intègre des descripteurs, des mots-clés via le logiciel, la solution, est-ce que automatiquement dans les images, les mots-clés sont intégrés dans les métadonnées? À l'export. Ah, voilà, C'est-à-dire que nous, on ne touche pas aux médias originaux. Ça, c'est la règle de base. Je crois qu'on se disait ça hier, c'est pour rigoler, c'est dans les 10 commandements, quoi. Enfin, on touche pas à l'original. L'original, c'est sacré. On n'a jamais perdu un original. Enfin, voilà, ça, c'est la base. Par contre, à l'export, oui, parce que là, la photo, elle doit être communiquée, elle doit être lue par d'autres outils, etc. Donc là, on va mettre les métadonnées. D'autant que les métadonnées, dans ePhoto, elles peuvent bouger. Oui. Un média, il est indexé à un instant T. Pour les œuvres, c'est vrai, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai pour tout média, il change de nom. Finalement, les droits sont prolongés, il faut qu'on modifie la date d'expiration. Bon, tout ça, c'est intégré à l'export parce que là, ça fait foi en fait.
Tant que c'est dans l'outil, ça bouge. Je préciserais même qu'en fait, vous pouvez même choisir ce qui suit le média à l'export. En fait, Oui. quand on crée un champ descriptif dans iPhoto, on peut choisir s'il y a une métadonnée avec lequel il est mappé, enfin relié si vous voulez. Donc il y a toute une partie de la fiche en fait qui sera bien métadonnée. Et s'il y a des champs qui ne sont pas mappés qu'une métadonnée, du coup, il reste interne à iPhoto. Si vous avez des informations sensibles, je sais pas, Des notes, montant d'un appel d'offres, des trucs un peu internes, pas de métadonnées, ça reste dans iPhoto. Et quand vous exportez le média, vous savez que si la personne fait clic droit propriété, elle ne retrouve pas l'info, quoi. Et c'est vrai dans l'autre sens, tu l'as dit tout à l'heure, typiquement avec Lightroom, les photographes, ils vont venir déposer dans iPhoto plutôt que vous faire un WeTransfer ou quelque chose comme ça. Beaucoup de photographes utilisent Lightroom, il y a d'autres outils, mais c'est pareil, dans Lightroom, ils vont mettre bon bah j'étais à l'inauguration nanana ou au vernissage nanana, mon nom c'est ça, date d'expiration temps, ils envoient vers iPhoto directement depuis Lightroom. iPhoto récupère les métadonnées, bien sûr, c'est pas à refaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Merci beaucoup. Eh ben avec Bah, plaisir. merci à vous, merci de votre attention. Donc on est en bas, hein, si vous voulez avoir un échange sur des questions particulières ou parler de votre projet, si vous en avez un. Voilà, on est à votre disposition. Exactement. Bonne fin de journée à tous. Merci Au beaucoup. revoir.